C'est parti, on va commencer. Bonjour a todos, buenos días, buenas tardes a todos, al público que está aquí presente. Tengo el agrado de presentarles a Dimitri Kijek, que está en este momento en Francia, luego nos va a decir exactamente desde qué lugar, y nos va a dar una conferencia que ya conozco y es muy interesante y espero puedan disfrutarla. Respecto de Dimitri, quiero decirles que es el autor de este libro, Psiquiatría Desamparada, que está en la cobertura, lo van a ver también en la pantalla. Una herencia. Y la conferencia de él justamente va a situarse respecto de esta herencia. Herencia médica en Lacan. Luego escucharemos su conferencia. Les comento, Dimitri Kijek, luego de una formación de psiquiatra de hospitales y luego de lingüista en la Universidad París 7, integra, por supuesto, es miembro de la École Lacanienne de Psicoanálisis y es responsable del Centro de Psicoterapia Institucional en el Hospital Psiquiátrico de Clermont-de-Loise y del sector de pareja y familia en Chantilly. Bien, Dimitri, tu peux commencer quand tu veux. Merci, Dimitri. Il faut tout d'abord situer l'auteur, puisque c'est Psychiatrie désemparée qui le convoque aujourd'hui. Cela permettra d'aborder la question du pourquoi de cette publication. Sans aller loin dans sa biographie, disons au moins ce qui fait son actualité, à savoir que cet écrit est le point d'aboutissement d'une pratique hospitalière en tant que psychiatre qui a débuté au début des années 90, immédiatement noué à la psychanalyse et à la lecture de Lacan. De entrada, es necesario situar al autor, ya que es Psiquiatría Desamparada que lo convoca hoy. Esto permitirá abordar la cuestión del porqué de esta publicación. Sin ir muy lejos en su biografía, digamos al menos lo que hace su novedad, a saber que este escrito es la culminación de una práctica hospitalaria como psiquiatra, que comenzó a principios de los años 90, inmediatamente vinculada al psicoanálisis y a la lectura de Lacan. En 2017, paraissait aux éditions Eppel Critique de la raison asilaire, qui est le récit d'une expérience conduite pendant 2 ans au pavillon d'admission d'un asile, à titre de mise à l'épreuve de concepts psychanalytiques, antipsychiatriques et schizoanalytiques. Les effets d'ouverture et de mise en discours de l'institution étaient probants tant que ma présence a été possible, ou plutôt tolérée, mais rapidement réduite à néant peu de temps après mon départ. On peut dire qu'à plus grande échelle, c'est ce même constat qu'ont fait les acteurs de la psychothérapie institutionnelle et les psychanalystes qui se sont attelés à la tâche de réformer une pratique héritée des aliénistes. En 2017, la editorial Eppel publicó Crítica de la razón asilar, que es el relato de una experiencia realizada durante 2 años en el pabellón de admisión de un asilo, como una prueba de conceptos psicoanalíticos, antipsiquiátricos y esquizoanalíticos. Los efectos de apertura y la puesta en discurso en la institución dieron sus frutos. ¿Perdón? No, es una interferencia. Hay que cortar. A mí. Sí. Vuelvo. Los efectos de apertura y la puesta en discurso de la institución dieron sus frutos en tanto que mi presencia fue posible, o más bien tolerada, pero rápidamente se redujo a nada poco después de mi partida. Podemos decir que, a mayor escala, es esta misma observación la que están haciendo los actores de la psicoterapia institucional y los psicoanalistas, que han asumido la tarea de reformar una práctica heredada de los alienistas. Même en admettant que l'on considère mon échec comme anecdotique ou contextuel, il fallait encore expliquer celui de toute une génération de penseurs rassemblés et mobilisés après-guerre pour changer le système hospitalier en psychiatrie. Force est de constater qu'ils n'ont pu trouver de prolongement au-delà des années 80 et que l'on a assisté au contraire à un très rapide appauvrissement de la pensée psychiatrique, aujourd'hui réduite à sa plus simple expression scientifique. Je montre dans Psychiatrie désemparée que cette issue était prévisible, car prise dans une logique constructiviste absolument irrémédiable, celle de la psychiatrie expérimentale du siècle des Lumières. Toutes les interventions qui sont ensuite sorties de ce cadre ont été que des décorations de surface. Incluso admitiendo que mi fracaso
fue considerado anecdótico o contextual, todavía era necesario explicar toda una generación de pensadores reunidos y movilizados después de la guerra para cambiar el sistema hospitalario en psiquiatría. Está claro que no pudieron encontrar una extensión más allá de los años 80 y que, por el contrario, asistimos a un empobrecimiento muy rápido del pensamiento psiquiátrico, ahora reducido a una expresión científica más simple. Muestro en Psiquiatría Desamparada que este resultado era predecible, porque atrapado en una lógica constructivista absolutamente irremediable, la de la psiquiatría experimental de la era de la Ilustración, todas las intervenciones que surgieron de este estricto encuadre eran solo decoraciones superficiales. Mais si cette trajectoire est inéluctable, alors pourriez-vous objecter, que faites-vous encore dans ce navire en perdition et pourquoi un tel travail de recherche? Pour la première objection, je reprendrai simplement ce propos tenu dans mon argument, à savoir que cela me donne accès à cette folie et à ce répertoire infini des variations de la pensée à ciel ouvert que Lacan a rencontré à l'hôpital 8 années durant, ainsi que toute sa vie à l'occasion de ses présentations de malades. Cela me permet également d'être de ceux qui accueillent encore toutes les configurations de personnalité à mon bureau d'analyste, à charge pour moi de moduler le mode d'intervention. Une autre raison tient au fait que je ne bénéficie pas en province d'un solide réseau relationnel et qu'une pratique institutionnelle choisie constitue un lieu d'échange clinique au quotidien. Pero si esta trayectoria es inevitable, entonces se podría objetar: ¿qué está haciendo usted todavía en este barco que se hunde? ¿Y por qué este trabajo de investigación? Para la primera objeción, simplemente repetiré lo que se dijo en mi argumento, a saber, que me da acceso a esta locura y a este repertorio infinito de variaciones de pensamiento al aire libre que Lacan encontró en el hospital durante 8 años, así como en toda su vida con motivo de sus presentaciones de pacientes. También me permite ser uno de los que todavía recibe a todas las configuraciones de personalidad en mi consultorio de analista, teniendo que modular el modo de intervención. Otra razón es que no me beneficio de una red relacional fuerte en la provincia y que en una práctica institucional elegida es un lugar de intercambio clínico a diario. Concernant la justification d'un tel travail de recherche, je répondrai qu'un système institutionnel, quel qu'il soit, est extrêmement corrosif et qu'il ne faut pas en minimiser le pouvoir de nuisance. Pour se déprendre de ces effets, il m'apparaît primordial d'en explorer les mécanismes les plus secrets, d'où l'approche sociologique et historique qui gouverne Psychiatrie désemparée. On constate également que l'immersion continue dans un bain de langage médico-scientifique, maintenant univoque car non diffracté en de multiples champs sémantiques, a des effets dévastateurs par fermeture de tout accès à l'intériorité, affadissement des interactions, perte de dynamisme institutionnel. Ce livre est un des moyens de contrer la remontée du langage à la surface des faits. Con respecto a la justificación de dicha investigación, respondería que cualquier sistema institucional es extremadamente corrosivo y que su poder para causar daño no debe minimizarse. Para deshacerme de sus efectos, me parece esencial explorar sus mecanismos más secretos. De ahí el enfoque sociológico e histórico que rige la psiquiatría desamparada. También observamos que la inmersión continua en un baño de lenguaje médico-científico, ahora unívoco, porque no se distracta en múltiples campos semánticos, tiene efectos devastadores al cerrar todo acceso a la interioridad, debilitar las interacciones, perder el dinamismo institucional. Este libro es una de las formas de contrarrestar el ascenso del lenguaje a la superficie de los hechos. Pour durer à l'hôpital, en ce qui me concerne, et outre le bénéfice d'une constante analyse institutionnelle à titre libératoire, cela a consisté à ne plus fréquenter les murs de l'asile et à fragmenter ma pratique en îlots de pratiques dissociées les unes des autres.
Ainsi clivés, cela les protège d'une ingérence sauvage de la part des différentes strates institutionnelles qui les surplombent. Actuellement, je suis donc responsable d'un centre de psychothérapie institutionnelle inscrit dans la cité, d'une unité régionale de thérapie familiale et d'un dispensaire de consultation pour enfants et adolescents. Le reste du temps est consacré à une activité privée de psychanalyse qui, cela va de soi, est identifiée socialement comme étant celle d'un travailleur indépendant et non d'un médecin psychiatre. Signalons au passage que cela m'a valu 2 ans de procédure diligentée par le Conseil de l'Ordre des médecins qui voulait comprendre mes motivations pour une telle désertion de la communauté médicale et la privation des avantages qu'elle procure. Permanecer en el hospital, en lo que a mí respecta, y además del beneficio de un constante análisis institucional a título liberario, libertador, consistía en dejar de frecuentar los muros del asilo y fragmentar mi práctica en islas de prácticas disociadas entre sí. De este modo, divididos, esto los protege de la interferencia salvaje de los diversos estratos institucionales que los pasan por alto. Actualmente, soy responsable de un centro institucional de psicoterapia registrado en la ciudad, una unidad regional de terapia familiar y un dispensario de consulta para niños y adolescentes. El resto del tiempo se dedica a una actividad privada como psicoanalista que, por supuesto, se identifica socialmente como la de un trabajador autónomo, no un psiquiatra. Cabe señalar, de paso, que esto me valió 2 años de procesos diligenciados por el Consejo de la Orden de Médicos, que quería entender mis motivaciones para tal deserción de la comunidad médica y la privación de los beneficios que ésta proporciona. Je conclus donc ce parcours par une publication qui fait point de capiton et démontre que la maladie mentale n'existe pas, au sens où la souffrance psychologique que tout un chacun connaît pour l'expérimenter soi-même ou chez les autres n'était pas pensable en termes de pathologie répertoriée avant qu'elle ne surgisse sur le terreau social approprié. Pour qu'on puisse en parler et ainsi la prendre en charge à partir de critères partagés, il a fallu se mettre d'accord sur un discours qui puisse la décrire de manière rigoureuse. En ce sens, la maladie mentale n'est pas réelle, comme pourrait l'être la nature, par exemple, mais résulte de la production d'un langage spécialisé, ce qui rend caduque toute délimitation nosographique qui voudrait rendre compte de la vérité du sujet. Por lo tanto, concluyo este recorrido con una publicación que hace un punto de capitoné y demuestra que la enfermedad mental no existe, en el sentido de que el sufrimiento psicológico que cada uno sabe al experimentarlo uno mismo o en otros, no era pensable en términos de patologías enumeradas antes de que emergiera en el terreno social apropiado. Para hablar de ello y así hacernos cargo de él en base a criterios compartidos, era necesario acordar un discurso que pudiera describirlo con cierto rigor. En este sentido, la enfermedad mental no es real como podría ser la naturaleza, por ejemplo, sino que resulta de la producción de un lenguaje especializado que hace obsoleta cualquier delimitación nosográfica que no refleje la verdad del sujeto. Nous verrons que ce n'est pourtant pas l'option choisie par Jacques Lacan, et c'est ce qui me servira de passerelle pour la suite de mon intervention. Puisqu'échafaudage est une activité de l'école lacanienne de psychanalyse, il peut être opportun d'aborder son rapport à la médecine, à la psychiatrie et à ses confrères. Nous héritons en effet d'un enseignement, celui de Lacan, qui n'est pas celui d'un psychanalyste, mais d'un médecin élevé dans la pure tradition hippocratique. Veremos que esta no es la opción elegida por Jacques Lacan, y esto es lo que servirá de pasarela para el resto de mi intervención. Dado que andamiaje es una actividad de la École lacanienne de psicoanálisis, puede ser apropiado abordar su relación con la medicina, la psiquiatría y también sus colegas. Heredamos una enseñanza que no es la de un psicoanalista, sino la de un médico criado en la más pura tradición hipocrática. On délimitera nos recherches sur une période qui va de 1926 à 1955, c'est-à-dire de ses débuts comme interne en neuropsychiatrie jusqu'au séminaire sur les psychoses, puisque surgit là un thème explicitement raccordé à un univers de langage médical
et que cet enseignement suit de peu un événement majeur de l'histoire psychanalytique, à savoir la scission de 1953, elle-même motivée par des dissensions fondées sur des questions de doctrine et de pouvoir médical. Cela nous permettra peut-être de voir si la psychanalyse peut encore être concernée par ce qui a construit le parcours de Jacques Lacan à ses débuts. Delimitamos nuestra investigación al periodo que va de 1926 a 1955, es decir, desde sus inicios como interno, el de Lacan, en neuropsiquiatría, hasta el seminario sobre la psicosis, ya que surge un tema explícitamente conectado a un universo del lenguaje médico, y que esta enseñanza sigue poco después de un evento importante en la historia psicoanalítica, a saber, la división o escisión, mejor dicho, de 1953, motivado por disensiones basadas en cuestiones de doctrina y poder médico. Esto tal vez nos permita ver si el psicoanálisis podría estar concernido por lo que construyó la carrera de Lacan en sus primeros tiempos. Ce n'est rien de moins que 30 ans d'écrits et d'interventions qu'il faut examiner de près. Ceci pour identifier les concepts abordés, le style employé, le contexte, le public auquel ils sont destinés, le moment du parcours où ils sont produits. Et ce n'est évidemment pas à partir des célèbres écrits que l'on peut se repérer. Rappelons que Lacan a longtemps renoncé à les réunir pour les laisser, dit-il, dans la dispersion et ainsi ne les mettre à disposition que de ceux qui seraient, entre guillemets, décidés à les lire. Les rassembler dans un ouvrage épargne sans doute cette recherche en proposant en quelque sorte un prêt-à-lire mis à disposition d'un large public. L'accueil qui lui fut réservé ne lui a pas donné tort sur ce point. Son nada menos que 30 años de escritura e intervenciones que deben ser examinadas de cerca. Esto para identificar los conceptos abordados, el estilo utilizado, el contexto, el público al que van destinados, el momento del recorrido donde se producen. Y obviamente no es con los famosos escritos que podríamos orientarnos. Recordemos que Lacan hace tiempo que renunció a reunirlos para dejarlos, dice, entre comillas, en dispersión, y así ponerlos a disposición solo de aquellos que estarían, también entre comillas, decididos a leerlos. Reunirlos en un libro probablemente evita esta investigación al proponer, en cierto modo, una lista para leer disponible para una amplia audiencia. La recepción que recibió este libro no demostró que Lacan estuviera equivocado en este punto. Outre le fait que l'ordre des textes n'y est qu'approximativement chronologique, ils sont coupés du sol qui les ont fait naître. C'est là tout l'intérêt du corpus réuni par l'immense travail effectué dans Patou Lacan de l'école lacanienne, où l'on n'a pas précisément ratissé autour de ces textes comme pour les petits rochers que l'on voit dans les jardins zen, ainsi que Lacan le dira, pour les laisser au contraire dans leur environnement naturel. Además del hecho de que el orden de los textos es solo aproximadamente cronológico, están separados del terreno que los originó. Este es el interés del corpus reunido por el inmenso trabajo realizado en Patou Lacan, no todo Lacan, de la école lacanienne, donde no hemos rastrillado precisamente alrededor de esos textos como para que, entre comillas, las pequeñas rocas que se pueden ver en los jardines zen, como dirá Lacan, para dejarlas, por el contrario, en su entorno natural. On ne relèvera donc pas ici prioritairement les points de repère, bornes, mâts, pylônes, comme dit Lacan, que constituent les textes des écrits choisis par lui-même, mais plutôt les périodes clés qui scandent certains de ces écrits. La nécessaire rigueur qui supposerait d'en rendre compte ne m'étant pas autorisée par le temps imparti, je ne peux qu'en indiquer les grandes traverses. Elles nous mèneront jusqu'au séminaire Les Psychoses. Por lo tanto, no señalaremos principalmente, también entre comillas todo esto, los puntos de referencia, los hitos, aquellos mástiles, los pilones, que constituyen los textos de los escritos elegidos por Lacan, sino más bien los periodos claves que marcan algunos de estos escritos. El rigor necesario que implicaría informar sobre ello no me está permitido en el tiempo que tengo asignado. Solo puedo indicar los grandes cruces. Estos nos llevarán hasta el seminario La Psicosis.
Après des études de médecine commencées en 1919, Lacan débute son internat en neurologie à Sainte-Anne en 1926, ceci jusqu'en 1934 où il obtient par concours le titre de médecin-chef des asiles. La psychiatrie n'existait pas encore à cette époque et ses études en neurologie pendant 8 ans étaient nécessairement tournées vers l'approche nosographique, l'organicité et l'hérédité des troubles, comme en témoigne l'intitulé de ses 18 présentations de malades publiées dans des revues ciblées et signées également de ses maîtres, comme le veut la tradition. Le contenu est très médicalisé, descriptif, les traitements sont réduits et souvent expérimentaux. Si on ajoute à cela la durée de ses études de médecine proprement dites, il aura durant 15 ans été façonné par le discours médical le plus rationnel. Después de estudiar medicina en 1919, Lacan comenzó su internado en neurología en Sainte-Anne en 1926, hasta mayo de 1934, cuando obtuvo por concurso el título de médico jefe de asilos. La psiquiatría aún no existía en esa época y sus estudios en neurología durante 8 años se dirigieron necesariamente hacia el enfoque nosográfico, la organicidad y la herencia de los trastornos, como lo demuestra el título de sus 18 presentaciones de pacientes publicadas en revistas específicas y también firmadas por sus maestros, como dictaba la tradición. El contenido es muy medicalizado, descriptivo. Los tratamientos son reducidos y a menudo experimentales. Si añadimos a esto la duración de sus estudios médicos propiamente dichos, habrá sido durante 15 años moldeado por el discurso médico más racional. 3 articles sont signés de lui seul durant cette période et indiquent un déplacement de son intérêt vers la psychiatrie concrétisé par sa thèse en novembre 1932. Lacan quitte la position de neuropsychiatre qu'il occupait alors et remet en cause le fait que la psychose pourrait avoir une origine unique, organique. Pour lui, dit-il, la clé du problème nosologique, pronostique et thérapeutique de la psychose paranoïaque doit être recherchée dans une analyse psychologique concrète qui s'applique à tout le développement de la personnalité du sujet, c'est-à-dire aux événements de son histoire, au progrès de sa conscience, à ses réactions au milieu social. C'est un premier mouvement de bascule dans la théorisation de Lacan, mais qui reste très ancré dans le champ neurologique et psychiatrique de son environnement, comme le veut un travail de thèse. 3 artículos están firmados solo por él durante este periodo, e indican un cambio de su interés hacia la psiquiatría, concretado por su tesis en noviembre de 1932. Lacan deja el cargo de neuropsiquiatra que ocupaba hasta entonces y cuestiona el hecho de que la psicosis pueda tener un origen único y orgánico. Para él, la clave del problema nosológico, pronóstico y terapéutica de la psicosis paranoide debe buscarse en un análisis psicológico concreto que se aplica a todo el desarrollo de la personalidad del sujeto, es decir, a los acontecimientos de su historia, al progreso de su conciencia, a sus reacciones en el entorno social. Es un primer movimiento de balanceo en la teorización de Lacan, pero que permanece muy anclado en el campo neurológico y psiquiátrico de su entorno, como requiere ese trabajo de tesis. Sa psychanalyse a débuté en juin 1932, donc à peu près au même moment que sa thèse. Il intègre la Société psychanalytique de Paris en novembre 1934 comme membre adhérent et reçoit son premier analysant. Engagé dans la pratique psychanalytique et dans ses institutions, il renonce à sa carrière hospitalière, un choix qui marque la fin de ses écrits de neurologue, ainsi qu'une longue pause de sa production dans le champ psychiatrique. Su psicoanálisis debuta en junio de 1932, casi al mismo tiempo que su tesis. Se unió ahí a la Sociedad Psicoanalítica de París en noviembre de 1934 como miembro adherente y recibió su primer analizante. Comprometido con la práctica psicoanalítica y sus instituciones, renunció a su carrera hospitalaria, una elección que marcó el final de sus escritos como neurólogo, así como un largo periodo de tiempo en el campo psiquiátrico. Survient alors sa communication sur le stade du miroir à Marienbad en 1936. C'est la première fois qu'il croise officiellement le freudisme international en se rendant à ce 14e congrès de l'IPA.
On rappellera qu'Ernest Jones avait interrompu son intervention au bout de 10 minutes. Il faut dire que le stade du miroir était assurément en décalage pour l'auditoire, non seulement par le thème du congrès, qui était symposium sur la théorie des résultats thérapeutiques, mais aussi à se référer au contenu des interventions. Lacan se trouve au milieu d'un parterre de personnalités du monde de la psychanalyse freudienne qui travaillent dans le cadre de la deuxième topique, sous le patronage du moi et les mécanismes de défense d'Anna Freud, ouvrage tout juste paru la même année, elle-même présente au congrès en place de son père. Luego vino su comunicación sobre el estadio del espejo en Marienbad en 1936. Esta es la primera vez que cruza oficialmente al freudismo internacional, acudiendo a este 14º Congreso de la IPA. Se recordará que Ernest Jones lo habría interrumpido después de 10 minutos. Hay que decir que el estadio del espejo estaba ciertamente fuera de sintonía para la audiencia. No solo por el tema del Congreso, cuyo nombre era Simposio sobre la teoría de los resultados terapéuticos, sino también por referirse al contenido de las intervenciones. Lacan se encuentra en medio de una audiencia de personalidades del mundo del psicoanálisis freudiano que trabajan en el marco de la segunda tópica bajo el patrocinio de El yo y los mecanismos de defensa de Anna Freud, una obra que recién se había publicado ese mismo año. Ella misma estaba presente en el Congreso en lugar de su padre. Chez Lacan, pas de trace d'une quelconque thérapeutique, alors que les 7 orateurs s'astreignent à répertorier les résultats cliniques de la psychanalyse. Lacan se propose, qui plus est, de subvertir le paradigme ça, moi sur moi et la triade topique économique dynamique, ceci de manière radicale. Pour lui, le moi n'est pas ici émanation du ça freudien organisé par le principe de réalité, mais une production autonome, une pure image à laquelle l'individu s'identifie et dans laquelle il s'aliène. En el caso de Lacan, no hay rastros de ninguna terapéutica, mientras que los 7 oradores se comprometen a enumerar los resultados clínicos del psicoanálisis. Lacan propone, además, subvertir el paradigma, bueno, voy a traducir eso, pueden también escuchar ello, ¿no? He optado por traducir como eso, yo, super yo, y la tríada tópico-económico-dinámico. Y esto de manera radical. Para él, el yo no es aquí una emanación del eso freudiano, organizado por el principio de la realidad, sino una producción autónoma, una imagen pura a la que el individuo se identifica y en la cual se aliena. Le stade du miroir n'est pas une simple étape dans son parcours théorique, il sera élevé à la dignité de concept fondateur et recautionné toute sa vie. C'est ici que se situe sa porte d'entrée dans la psychanalyse, mais on peut également y voir le point de départ de son excommunication à venir. Il faut en effet indiquer que l'année d'après, en 1937, Heinz Hartmann introduit pour la première fois le concept d'égo-psychologie dans un exposé à la Société psychanalytique de Vienne, qui consiste à faire du moi le pivot de la relation analytique, en radicale contradiction avec le stade du miroir. Il rencontrait ainsi, dans une certaine mesure, les vues d'Anna Freud, et en dehors de Hartmann, Ernst Kriess, Rudolf Lowenstein et Paul Feder contribuera activement à l'édification de l'égo-psychologie par une série d'études sur le thème. Ce point de l'histoire est essentiel si l'on se souvient qu'en 1953, l'année de la scission, c'est précisément Heinz Hartmann qui est président de l'IPA. Il sera de ceux, avec Anna Freud, qui refuseront l'affiliation de la Société française de psychanalyse à l'IPA et celle de Lacan en particulier. Bien. Este estadio del espejo no es un simple paso en el viaje teórico de Lacan. Será elevado a la dignidad de un concepto fundacional y cuestionándolo toda su vida. Aquí es donde se encuentra su puerta de entrada al psicoanálisis. Pero también podemos verlo como el punto de partida de lo que será su futura excomunión. Cabe señalar que al año siguiente, en 1937, Heinz Hartmann introdujo el concepto de ego-psicología, por primera vez en una presentación en la Sociedad Psicoanalítica de Viena, que consistió en hacer del yo el eje de la relación analítica, en contradicción radical con el estadio del espejo. Así se encontró hasta cierto punto con los puntos de vista de Anna Freud, además de Hartmann, Ernst Kriess, Rudolf Lowenstein y Paul Federn, contribuirán activamente a la construcción de la egopsicología,
a través de una serie de estudios sobre este tema. Este punto de la historia es esencial si recordamos que en 1953, el año de la decisión, fue precisamente Heinz Hartmann quien fue presidente de la IPA. Será uno de aquellos, junto con Anna Freud, que rechazará la afiliación de la Sociedad Francesa de Psicoanálisis a la IPA y en particular la de Lacan. Notons qu'à compter de son admission en 1934 à la Société psychanalytique de Paris et jusqu'à la scission de 1953, c'est-à-dire pendant les 20 ans qui précèdent la fondation de la Société française de psychanalyse, il assiste aux réunions, mais n'y fera chaque fois que de courtes prises de parole en réaction aux exposés effectués par leurs membres. Il n'y fait pas lui-même de communication, sauf une fois, l'année de sa titularisation, en 1938, à propos de 2 cas cliniques, suivi d'une discussion où l'on balaie sa référence au stade du miroir et où Heinz Hartmann ostensiblement lui oppose la deuxième topique freudienne. Le contenu des interventions indique très clairement que l'on débat sur des questions de psychanalyse, tant par le maniement des concepts que par le lexique employé, mais il est également très sensible que l'on est dans une communauté de médecins et que le soubassement psychiatrique se laisse percevoir dans les propos. Cabe señalar que desde la admisión de Lacan en 1934 en la Sociedad Psicoanalítica de París y hasta la decisión de 1953, es decir, durante los 20 años anteriores a la fundación de la Sociedad Francesa de Psicoanálisis, asistió a las reuniones, pero solo pronunció discursos cortos cada vez y en reacción a las presentaciones hechas por sus miembros. No hizo Lacan una comunicación él mismo, excepto una vez, el año de su mandato, en 1938, sobre 2 casos clínicos, seguido de una discusión en la que su referencia al estallido del espejo fue barrida a un lado y Heinz Hartmann ostensiblemente se opuso al segundo tema freudiano. El contenido de las intervenciones indica muy claramente que debatimos cuestiones de psicoanálisis, tanto por el manejo de conceptos como por el léxico utilizado. Pero también es muy sensible que estemos en una comunidad de médicos y que los fundamentos psiquiátricos se podrían percibir en todas las palabras. Durant toute cette période, Lacan assiste également aux réunions du groupe de l'évolution psychiatrique et là aussi intervient régulièrement sur les exposés de ses confrères. Il faut rappeler que l'évolution psychiatrique, fondée en 1925, se voulait être une revue qui puisse faire jonction entre la neuropsychiatrie et la psychanalyse. Henri Hey, figure dominante de la psychiatrie française et de l'enseignement des internes à Sainte-Anne, en est le rédacteur en chef et passera 27 ans aux commandes de la revue jusqu'à sa mort. Grâce à ce dispositif, il est parvenu à coopter une bonne partie des jeunes psychiatres les plus brillants de l'époque, mais aussi à unifier un champ psychiatrique fragmenté entre de multiples orientations. A lo largo de este periodo, Lacan también asistió a las reuniones del grupo de evolución psiquiátrica y allí también intervino regularmente en las presentaciones de sus colegas. Debe recordarse que Evolución Psiquiátrica, fundada en 1925, pretendía ser una revista que pudiera ser una unión entre la neuropsiquiatría y el psicoanálisis. Henri Hey, una figura destacada en la psiquiatría francesa y la enseñanza de pasantes en Sainte-Anne, fue su director en jefe y pasó 27 años al frente de la revista hasta su muerte. Gracias a este dispositivo, logró cooptar a una buena parte de los psiquiatras más jóvenes, más brillantes de la época, pero también unificar un campo psiquiátrico fragmentado entre múltiples orientaciones. Les sommaires des différents numéros de la revue à cette époque ne laissent aucun doute sur le caractère majoritairement neuropsychiatrique des thématiques abordées et montrent quelle est à domination médicale et psychiatrique malgré l'esprit d'ouverture qui l'anime. On est d'ailleurs averti de cette orientation par le style des interventions de Lacan lorsqu'il prend la parole lors des communications du groupe, dans la mesure où elles redeviennent très clairement psychiatriques et tranchent avec celles qu'il produit dans le même temps à la SPP. Los resúmenes de los diversos números de la revista, en ese momento, no dejan lugar a dudas sobre la naturaleza predominantemente neuropsiquiátrica de los temas abordados y muestran que es predominantemente médica y psiquiátrica, a pesar del espíritu de apertura que lo anima. También se nos advierte de esta orientación por el estilo de las intervenciones de Lacan,
cuando habla durante las comunicaciones del grupo, en la medida en que se vuelven muy claramente psiquiátricas y contrasta con lo que se produce al mismo tiempo en la Sociedad de Psicoanálisis Francesa. Ah, il y a un problème. ¿Cómo están? Vous me voyez? Oui, on vous voit, lo vemos. D'accord, c'est revenu. ¿Sí? Voilà, ¿Somos? ça va. Dime, Dimitri. Oui, c'est bon. Donc, c'est à moi? Oui. No, Il faut signaler ce fait marquant, à savoir qu'à compter de la scission de 1953, Lacan ne participera plus aux réunions du groupe de l'évolution psychiatrique puisqu'on ne recense plus d'intervention de sa part et il ne publiera plus dans la revue, hormis la chose freudienne, pour un numéro spécial en hommage à Eugène Minkowski, alors qu'il fut au comité de rédaction à compter de 1947, à la reprise d'après-guerre, et y restera jusqu'à sa mort. À compter de la fondation de la Société française de psychanalyse en juin 1953, c'est la nouvelle revue qui lui est attenante, la psychanalyse, qui recevra les communications de ses membres et certains des écrits de Lacan. Cabe señalar aquí que desde la decisión de 1953 ya no participará en las reuniones del grupo de la evolución psiquiátrica, ya que no hay más intervenciones de su parte y ya no publicará en la revista, excepto La Cosa Freudiana, para un número especial en homenaje a Eugène Minkowski. Mientras estuvo en el Consejo Editorial desde 1947, en el renacimiento de la posguerra, y permaneció allí hasta su muerte. Desde la fundación de la Sociedad Francesa de Psicoanálisis en junio de 1953, es la nueva revista adjunta, La Psychanalyse, el psicoanálisis, la que recibirá las comunicaciones de sus miembros y algunos de los escritos de Lacan. En 1953, au moment de la scission, Lacan a donc passé 15 ans à se former en médecine académique jusqu'à son diplôme de neurologue, puis à intégrer la SPP, tenue par des médecins psychiatres, ainsi que le groupe de l'évolution psychiatrique, dirigé, là encore, par des médecins psychiatres. Il y a donc eu autour de lui tout un maillage fait d'orthodoxie médicale qui infiltrait en profondeur l'élaboration psychanalytique du moment. Pour Lacan, le premier moment de rupture se situe à Marienbad, du point de vue conceptuel, et en 1953, du point de vue institutionnel, puisqu'il quitte la communauté médicale, à la fois de la SPP et de l'évolution psychiatrique, pour accompagner les membres de la Société française de psychanalyse, favorable à une psychanalyse profane et qui faisait front contre les conservateurs et leurs thèses médicales figées. En 1953, en el momento de la escisión, Lacan pasó 15 años formándose en medicina académica hasta su diploma como neurólogo. Luego se unió a la SPP en manos de psiquiatras, así como al grupo de evolución psiquiátrica dirigida nuevamente por psiquiatras. Había, por tanto, a su alrededor toda una red hecha de ortodoxia médica que se infiltraba profundamente en la elaboración psicoanalítica del momento. Para Lacan, el primer momento de ruptura fue Marienbad, desde el punto de vista conceptual, y en 1953 desde el punto de vista institucional, ya que dejó la comunidad médica tanto de la SPP como de la evolución psiquiátrica para acompañar a los miembros de la Sociedad Francesa de Psicoanálisis favorables a un psicoanálisis secular y que se levantaron contra los conservadores y sus teorías médicas fijas. Il y fait une conférence intitulée « Le symbolique, l'imaginaire et le réel » qui ouvrait ses activités, puis prononce son discours de Rome, dont la thématique principale sera la fonction du langage en psychanalyse et qui dessine les orientations de son enseignement à venir. En novembre, débute le séminaire. Dio una conferencia titulada Lo simbólico, lo imaginario y lo real, que abrió sus actividades. Luego pronunció su discurso de Roma, cuyo tema principal será la función del lenguaje en el psicoanálisis y que dibuja las orientaciones de su futura enseñanza. En noviembre comienza su seminario. La psychanalyse, pour Lacan, s'était jusqu'à cet instant bâtie à partir de la médecine et de ses institutions. Lorsqu'elle devient lacanienne, en 1953, jusqu'à quel point a-t-elle pu se départir de tant d'alliances et de construction intellectuelle? C'est ce que nous allons maintenant mettre à jour.
El psicoanálisis para Lacan fue, hasta ese momento, construido a partir de la medicina y sus instituciones. Devino entonces lacaniana en 1953. ¿Hasta qué punto fue capaz de abandonar tantas alianzas y construcciones intelectuales? Esto es lo que ahora actualizaremos. Si l'on se réfère au premier séminaire qui suit cette période mouvementée, on semble assister effectivement à un retour aux origines dans ce qu'il y a de plus épuré, comme l'annonce son titre, Les écrits techniques de Freud. On note toutefois que les interventions du public, en dehors de Jean Hippolyte, seront le fait de médecins largement représentés dans l'auditoire de Sainte-Anne. La notion de psychose apparaît dès le début du séminaire à propos de l'hallucination de l'homme au loup, puis sera régulièrement convoquée ensuite. La nosographie reste un repère stable, reprise explicitement à Freud dans son introduction au narcissisme quant au fonctionnement de l'imaginaire dans son rapport à la réalité. Distinction essentielle à faire entre névrose et psychose, dit Lacan, distinction que l'analyse de Schreiber, que nous pourrons, j'espère, commencer avant la fin de l'année, nous permettra d'approfondir. Le cas Schreiber sera ensuite annoncé pour l'année suivante, mais occupera finalement toute l'année 1955-1956. Si nos referimos al primer seminario que siguió este periodo turbulento, parece que estamos asistiendo a un retorno a los orígenes de lo más refinado, como su título lo anuncia, los escritos técnicos de Freud. Cabe señalar, sin embargo, que las intervenciones del público, aparte de Jean Hippolyte, serán realizadas por médicos, que están ampliamente representados en el auditorio de Sainte-Anne. La noción de psicosis aparece al comienzo del seminario sobre la alucinación del hombre de los lobos. Luego se la convocará regularmente a partir de entonces. La nosografía sigue siendo un hito estable, explícitamente retomado por Freud en su introducción al narcisismo, en cuanto al funcionamiento del imaginario en su relación con la realidad. Una distinción esencial que debe hacerse entre neurosis y psicosis, dice Lacan. Esta distinción que el análisis de Schreiber, que espero que podamos comenzar antes de fin de año, nos permitirá profundizar. El caso Schreiber se anunció para el año siguiente, pero finalmente ocupó todo el periodo de 1955-1956. Dimitri? Ça a coupé? Vous nous entendez, Dimitri? Je crois que ça a coupé, Christine. Creo que se cortó. Vamos a esperar un poquito porque se le cortó la comunicación. Tenía problemas él, se vio. Y había problemas de Francia, yo ya sabía que había problemas de internet. C'est bon? ¿A dónde? Ah, voilà. Ahí Vous está. revoilà. Parfait. Donc c'est à moi? C'est à vous. Alors, la nécessité de faire cette distinction nosographique entre névrose et psychose est un leitmotiv tout au long de ce premier séminaire. La question du diagnostic de manière continue reste une préoccupation partagée chez Lacan comme pour les intervenants, et l'on échange souvent sur les spécificités de la schizophrénie ou sur les distinctions qu'il faut repérer avec d'autres entités comme la psychose hallucinatoire chronique. La névrose est régulièrement abordée et l'on évoque une constitution névrotique, de même qu'il y a un sujet psychotique avec sa structure propre. L'homosexualité est apparentée à une perversion au sens où, dit-il, elle déroge plus ou moins à la finalité reproductrice de la conjonction sexuelle. La necesidad de hacer esta distinción nosográfica de este primer seminario, la necesidad de hacer esta distinción nosográfica entre neurosis y psicosis es un leitmotiv a lo largo de este primer seminario. La cuestión del diagnóstico de forma continua sigue siendo una preocupación compartida, tanto para Lacan como para los intervinientes, y a menudo intercambios sobre las especificidades de la esquizofrenia o sobre las distinciones que deben identificarse con otras entidades, como la psicosis alucinatoria crónica. La neurosis se discute regularmente y se evoca una constitución neurótica, al igual que hay un sujeto psicótico con su propia estructura. La homosexualidad es similar a una perversión en el sentido de que, más o menos, deroga el propósito reproductivo de la reunión sexual. On retrouve ces mêmes références médicales l'année suivante, dans le mois dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse.
et les discussions se poursuivent de manière entendue entre psychiatres à propos de l'étiologie de la schizophrénie, par exemple, ou du phénomène de la maladie mentale. En fin de séminaire, Lacan annonce le programme pour l'année suivante. Je cite, « Que veut dire paranoïa? Que veut dire schizophrénie? Paranoïa, à la différence de schizophrénie, est toujours en relation avec l'aliénation imaginaire du moi. C'est celle du président Schreiber qu'il s'agira principalement d'étudier et, ainsi qu'il nous en avertit, comme nous sommes psychiatres, ou du moins diversement initiés à la psychiatrie, il est bien naturel que nous lisions aussi avec nos yeux de psychiatre pour nous faire une idée de ce qui se passe dans ce cas. Estas mismas referencias médicas se encontraron al año siguiente en el yo, en la teoría de Freud y en la técnica del psicoanálisis. Y las discusiones continuaron de manera perspicaz entre los psiquiatras sobre la etiología de la esquizofrenia, por ejemplo, o el fenómeno de la enfermedad mental. Al final del seminario, Lacan anunció el programa para el año siguiente. Cito, ¿qué significa paranoia? ¿Qué significa esquizofrenia? La paranoia, a diferencia de la esquizofrenia, siempre está relacionada con la alienación imaginaria del yo. Es la del presidente Schreiber, la que se estudiará principalmente, y como nos advierte, como somos psiquiatras, o al menos iniciados de diversas maneras en la psiquiatría, es bastante natural que también leamos con nuestros ojos de psiquiatras para tener una idea de lo que está sucediendo en este caso. Fin de la cita. La toute première prise de parole, le 16 novembre 1955, annonce que le séminaire sera consacré, je cite, « à traiter tous les problèmes que les psychoses nous posent aujourd'hui, problèmes cliniques et nosographiques d'abord, problèmes de traitement aussi sur lesquels devra déboucher notre travail de cette année, c'est notre point de mire. » Une première note, dit-il, avait d'abord annoncé « traitement des psychoses » pour titre du séminaire, avant de se raviser. Sur ce point, on peut d'emblée annoncer que la promesse ne sera pas tenue, puisqu'on ne peut se repérer sur son enseignement pour une quelconque thérapeutique des psychoses, sauf à utiliser à sa façon les différents concepts qu'il amène, ce qui est déjà beaucoup, mais relève de sa propre inventivité. Freud, rappelle-t-il, n'en a jamais parlé. El primer discurso, el 16 de noviembre de 1955, anunció que el seminario se dedicaría, entre comillas, a tratar todos los problemas de que la psicosis nos plantean hoy. Problema clínico y nosográfico primero. Los problemas de tratamiento también, que deberían conducir a nuestro trabajo este año. Este es nuestro enfoque. Fin de la cita. Una primera nota, dijo, había anunciado primero el tratamiento de la psicosis como el título del seminario antes de cambiar de opinión. En este punto, podemos anunciar inmediatamente que la promesa no se va a cumplir, ya que no podemos ubicar en su enseñanza ninguna terapia de la psicosis, excepto para usar a su manera los diversos conceptos que aporta, lo cual ya es mucho, pero es su propia inventiva. Freud, recuerda, nunca habló de eso. Dans cette première leçon, il débute par un discours psychiatrique serré sur la nosographie qu'il poursuivra par la suite, puis met en place les outils dont il se servira, principalement les trois registres symboliques imaginaires réels et le schéma L. Concernant la nosologie, Lacan insiste sur le caractère central dans la paranoïa de l'hallucination verbale, ce qui en soi contredit l'enseignement donné aux internes, auquel on apprend que le paranoïaque souffre d'un délire interprétatif et de persécution, assorti d'un caractère pour le moins difficile à gérer en société, l'absence d'hallucination faisant partie des critères diagnostiques. Ceci pour rappeler la relativité des classifications, ainsi que je le montre dans Psychiatrie désemparée. En esta primera lección comienza con un discurso psiquiátrico cercano sobre la nosografía que puede seguir más adelante. Luego establece las herramientas que utilizará principalmente los tres registros, simbólico, imaginario, real, y también el esquema L. En cuanto a la nosología, Lacan insiste en, entre comillas, la centralidad en la paranoia de la alucinación verbal, cierro comillas, que en sí misma contradice la enseñanza dada a los internos, a quienes se les enseña que el paranoide sufre de un delirio interpretativo y persecución acompañado de un carácter difícil de manejar en la sociedad, siendo la ausencia de alucinación parte de los criterios diagnósticos. Esto es para recordar la relatividad de las clasificaciones, como lo muestro en Psiquiatría desamparada.
La thèse concernant la genèse des psychoses, à mon sens non démontrée et que la clinique récuse, est annoncée assez tôt dans le séminaire et veut que, je cite, dans le rapport du sujet au symbole, il y a possibilité d'une version primitive, à savoir que quelque chose ne soit pas symbolisé, il va se manifester dans le réel. C'est plus précisément ce qu'il appellera la forclusion du nom des pères, soit pour le sujet l'impossibilité d'assumer la réalisation du signifiant père au niveau symbolique, du fait même de la personnalité écrasante de celui-ci. Lacan en fait une description univoque, mais que l'on ne retrouve en fait pas de manière stable dans l'environnement familial du dit psychotique, où l'on retrouve souvent un géniteur inconsistant et non reconnu dans le discours de la mère. La tesis sobre la génesis de la psicosis, en mi opinión, no probada, y que la clínica rechaza, se anuncia bastante temprano en el seminario y quiere que, en la relación del sujeto con el símbolo, existe la posibilidad de un un primitivo, un rechazo, es decir, que algo no está simbolizado, que se manifestará en la realidad. Es más precisamente lo que él llamará la forclusión del nombre del padre, o para el sujeto, la imposibilidad de asumir la realización del significante padre a nivel simbólico debido a la personalidad abrumadora de este último. Lacan hace una descripción inequívoca, pero que no encontramos de hecho de manera estable en el ambiente familiar del psicótico, donde a menudo encontramos un progenitor inconsistente y no reconocido en el discurso de la madre. Avec cette conséquence que lorsque surgit un événement extérieur qui n'a pas été primitivement symbolisé, l'individu se trouverait démuni et une réaction en chaîne se fait au niveau de l'imaginaire. Tout se joue désormais sur l'axe A' pour l'individu dans son rapport au monde, grand autre étant exclu comme répondant, ce qui entraîne, dit-il, une désagrégation en chaîne, une soustraction de la trame dans le symbolique, qui s'appelle un délire. Pour Lacan, des troubles dans l'orgue du langage doivent donc être exigibles pour porter le diagnostic de psychose, puisque, dit-il, le manque d'un signifiant amène nécessairement le sujet à remettre en cause l'ensemble du signifiant. Voilà la clé fondamentale du problème de l'entrée dans la psychose, de la succession de ses étapes et de sa signification. On peut dire que les troubles du langage sont pourtant loin d'être une généralité pour cette catégorie de dysfonctionnement mental. Con esta consecuencia de que cuando surge un evento externo que no ha sido simbolizado originalmente, el individuo está indefenso y se realiza una reacción en cadena a nivel de lo imaginario. Todo se juega ahora en el eje A' para el individuo en su relación con el mundo, excluyendo el gran otro como lugar de respuesta, lo que conduce a una, esto entre comillas, desagregación en cadena, una sustracción de la trama en lo simbólico que se llama delirio. Por lo tanto, para Lacan, los trastornos en el orden del lenguaje deben ser necesarios para hacer el diagnóstico de psicosis, ya que la falta de un significante necesariamente lleva al sujeto a cuestionar todo el significante. Perdón, todos los significantes. Esta es la clave fundamental del problema de entrar en la psicosis, la sucesión de sus etapas y su significado. Fin de las comillas. Se puede decir que los trastornos del lenguaje están lejos de ser una generalidad para esta catégorie de dysfonction mentale. Nous ne pouvons ici développer davantage et je me contenterai d'y apporter quelques remarques qui, chacune, pourrait faire l'objet de précisions complémentaires. No podemos entrar en más detalles aquí y me limitaré a hacer algunos comentarios, cada uno de los cuales podría ser objeto de una mayor aclaración. Jacques Lacan est ici psychiatre et s'adresse à des psychiatres qui ont affaire au savoir médical et à une pratique hospitalière. On ne peut sinon envisager de confronter cette approche théorique avec la clinique, ni de s'en servir. Elle indique une causalité générale à toute psychose qui ne serait pas un défaut organique, mais symbolique, selon un mode de déclenchement en principe repérable et à partir d'une configuration oedipienne identifiable. L'infinie variété des situations cliniques concernant les psychoses, si on en fait une catégorie, contredit évidemment cette proposition. On peut aisément le démontrer par de multiples exemples. La psychose serait donc anhistorique, au sens où elle n'a pas de préhistoire, comme dit Lacan, ainsi qu'il le dit lui-même. Ce qui contredit la psychogénèse défendue dans sa thèse. Il y a aussi que ce trou dans le symbolique serait en principe définitif, comme le serait un trouble déficitaire, et ne laisse pas envisager de ce point de vue une thérapeutique que Lacan ne propose pas.
Jacques Lacan es psiquiatra aquí y se dirige a los psiquiatras que se ocupan del conocimiento médico y la práctica hospitalaria. De lo contrario, no podemos considerar confrontar este enfoque teórico con la clínica ni utilizarlo. Indica una causalidad generalizable a cualquier psicosis que no sería un defecto orgánico, sino simbólico, según un modo de desencadenamiento en principio reconocible y a partir de una configuración edípica identificable. La infinita variedad de situaciones clínicas relacionadas con la psicosis, si la convertimos en una categoría, obviamente contradice esta proposición. Esto se puede demostrar fácilmente con múltiples ejemplos. La psicosis sería, por tanto, ahistórica, en el sentido de que, entre comillas, no tiene prehistoria, cerramos comillas. Como él mismo dice, Lacan, lo que contradice la psicogénesis defendida en su tesis. También está que este agujero en lo simbólico sería en principio definitivo, como lo sería un trastorno deficitario, y no sugiere, desde este punto de vista, una terapia que Lacan no propone. On retiendra cependant qu'à cette occasion, il met à disposition un certain nombre de concepts que on peut mettre à l'épreuve des faits. Je pense en particulier au jeu des 4 lettres S grand A A' du schéma L, qui ont pu servir en institution pour la reprise en compte des troubles mentaux, beaucoup plus souple et modulable que la forclusion. Cabe señalar, sin embargo, que en esta ocasión pone a disposición una serie de conceptos que pueden ponerse a prueba de los hechos. Pienso, en particular, en el juego de las 4 letras, sujeto, gran otro, A' y A del esquema L, que podrían utilizarse en instituciones para tener en cuenta los trastornos mentales, mucho más flexibles y versátiles que aquellos de la forclusión. Mais maintenant que la psychiatrie est fermée à la psychanalyse, et étant donné que les dipsychotiques n'ont que très rarement accès au cabinet du psychanalyste, comment faut-il maintenant aborder cette partie de l'enseignement de Lacan si elle est une production intimement liée à une clinique psychiatrique dont serait privé le lecteur? Pero Une ahora, possibilité. continúe, Pardon? Ouais. continúe tu palabra. Une possibilité serait aujourd'hui de considérer le séminaire Les Psychoses comme une sorte d'îlot, comme l'a été l'envers de la psychanalyse et ses 4 discours, survenus dans un contexte social lui aussi particulier. Il nous avertissait alors que ces petits schémas quadripodes, ce n'est pas la table tournante de l'histoire et qu'il n'est pas forcé que cela tourne dans le même sens. De même que ces petits termes plus ou moins ailés, S1, S2A, S barré, peuvent servir dans un très grand nombre de relations. Il faut simplement, dit-il, se familiariser avec leur maniement. Bref, là aussi, une précieuse boîte à outils qui suppose juste que l'on cherche dedans pour son usage personnel. Pero ahora que la psiquiatría está cerrada al psicoanálisis, y dado que dichos psicóticos rara vez tienen acceso al consultorio del psicoanalista, ¿cómo debemos abordar ahora esta parte de la enseñanza de Lacan si se trata de una producción íntimamente ligada a una clínica psiquiátrica? ¿De qué se va a privar el lector? Una posibilidad sería considerar el seminario La Psicosis como una especie de isla, como fue el Alberto del Psicoanálisis y sus 4 discursos, que se produjeron en un contexto social también particular. Nos advirtió Lacan que estos pequeños esquemas de cuadrípodos, todo esto entre comillas, no son la mesa giratoria de la historia y que no está obligado a girar en la misma dirección. Al igual que, también entre comillas, estos pequeños términos más o menos alados, con alas, S1, S2, A, sujeto barrado, se pueden usar en un gran número de relaciones. Solo tienes que familiarizarte con cómo se manejan, fin de las comillas. En resumen, aquí hay también una preciosa caja de herramientas que simplemente asume que cada quien que busque en ella para utilizarla como un uso personal. Fin de la conferencia. Merci Dimitri. Merci Eduardo, merci pour ton travail de traduction précieux. Avec plaisir, volontiers. Gracias por tu lindo trabajo de traducción. Bueno, Cristina, tomás vos ahora la posta con las traducciones. Yo voy a hacer una primera pregunta, la voy a hacer en castellano y vos la vas a traducir, por favor. Je vais vous poser la question en français aussitôt qu'il la pose. Oui. Dimitri,
te quiero preguntar lo siguiente. Je voudrais te demander ceci. ¿Cuál es tu posición en relación al diagnóstico? Comment envisages-tu le diagnostic? ¿Cómo lo Quelle est ta piensas? position? Je m'en passe. Je m'en passe. No lo utilizo. Ah, ok. C'est pas une question pour moi. Para mí no es eso una cuestión, no es un punto para mí. Disons que les particularités de tout à chacun arrivent progressivement dans la relation et dans le langage. Et d'une certaine façon, Perdón, Dimitri, cada particularidad de cada persona llega en su justo momento a través de la relación y del lenguaje. et c'est cette adaptation, disons, dans l'ici et maintenant de ce qui se passe, qu'une thérapeutique, disons, se règle. Sí, y yo ajusto mi terapéutica de acuerdo a lo que está sucediendo en el aquí y en el ahora. Quand je disais par exemple, que le schéma L, alors, ça, était effectivement un point de repère. Oui. Cuando decía que el esquema L era en efecto un punto de anclaje, c'est effectivement pour situer la prévalence de la relation imaginaire sur celle du symbolique ou vice-versa. Era para situar la relación de lo simbólico sobre el imaginario o viceversa. Ce qui justifie une adaptation de sa propre position thérapeutique, on va dire, en institution ou transférentielle. Lo que significa una adaptación de la transferencia. Uno se adapta a lo que está sucediendo durante la terapia. Gracias, Dimitri. Merci. Vamos a abrir ahora a las preguntas del público aquí presente con un señalamiento, y es que como somos muchos les pedimos que sean preguntas cortas, concretas, y consideren que Christine tiene que traducirlas al francés. Si la pregunta se elonga mucho, termina como tocándose el principio con el final y se hace imposible traducir. Así que todos aquellos que quieran preguntar, levantan esta mano. Estela va a hacer la coordinación y Christine la traducción, pero por favor, si pueden, escriban algo antes que sea cortito, dado esta cuestión de lo interlenguas. Dimitri, Que les questions soient Dimitri, brèves. je suis ravi de travailler avec toi. Estoy muy contento de trabajar contigo, Dimitri. Je peux dire quelque chose? ¿Puedo decir algo? Oui, oui. C'est pas évidemment les questions, j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Intentaré contestar lo mejor posible. Mais il se peut aussi qu'il y ait des interventions ou des réactions qui m'importent et dont je devrais prendre connaissance du public aussi, dans ce sens-là. Pero también puede ser que haya respuestas que me sean tan importantes que necesito saber un poquitito más de lo que me está preguntando esta persona. Voilà. Bueno, Alicia. Alice. Bueno, quiero agradecer esta presentación de este trabajo. Je voudrais te remercier, Dimitri, pour ta présentation de ton travail. Y porque también se encuentra dentro de este dispositivo que es andamiajes. Que es justement l'échafaudage. Y creo que porque es andamiajes está esta convergencia
Et entre justement parce que médicos, c'est l'échafaudage, il y a une convergence. entre médicos, psicoanalistas, la literatura, las traducciones, la literalidad, bueno. Entre la Entonces, littéralité, les psychanalystes, la médecine. ahí va mi consulta. Et maintenant, c'est ma question en particulier. Enfermedad mental no existe, sino el sufrimiento. Y seguidamente dice un lenguaje especializado. Oui, la maladie mentale n'existe pas en tant que telle, mais la souffrance existe. Et il y a un langage spécialisé qui définit ça. Dados los últimos análisis de Alush, ha presentado en el posfacio de literalidad. D'après les présentations dernières d'Alouche qu'il a présentées dans ses postfaces, este código, en el código mismo de la palabra insensata, ce code dans le mot même du mot insensé. Entonces mi pregunta es si en este punto, si este lenguaje especializado se trata de este lenguaje íntimo que dice Alush que tiene el código en el mismo código. Okay. Est-ce que ce langage traite justement d'un langage spécialisé et qui se trouve dans le code même? Oui, Situé dans le oui, code. c'est un code. Oui, c'est un code, comme d'autres. Dice que es un código, sí. Mais j'aime bien, j'aime assez le mot d'insensé comme celui de folie, qui est partageable chez chacun d'entre nous, quoi. Sí, me gusta muchísimo esta palabra de insensato o locura, que también podemos compartir entre todos. Patricia. Merci. Sí, gracias. Hola, buenos días. Hola, Dimitri, Bonjour. Eduardo, Estela, todos. Gracias por la conferencia, es muy refrescante. Me acordé... Merci pour la conférence. Ok. Me acordé que Lacan retoma el tema de su tesis en el año... Je me suis souvenu que Lacan reprend le thème de sa thèse En el año 1975 y en 1976. 1975 Y 76. et Y 76. hace un reposicionamiento del tema de la paranoia. Et il revisite le thème de la paranoïa. Y de cierta manera retoma, bueno, todo el tema de la psicosis, Et il reprend le thème de la psychose. que en algunos momentos, exageradamente, Et que parfois, d'une manière peut-être exagérée, algunos psicoanalistas leyeron que certains psychanalystes ont lu, ont compris comme esta revisitación de la psicosis ahí con el tema Joyce. qu'ils ont compris en lien relié au thème de Joyce. Y no es así. Justo, hay una distorsión en la manera en que se abordó. Puedo decir mucho más en Argentina que lo que pasó en México, porque bueno, en ese momento no se estaba en ese trabajo en México, digamos, ¿no? En esa temporalidad cuando esto se ve acendrado, ¿no? Pero... Ya, dale tiempo que traduzca. Sí, perdón. Il y a eu une grande distorsion quand ce thème est apparu entre le lien de Lacan et Joyce, et surtout au Mexique, beaucoup plus qu'en Argentine. No, al revés, al revés, más en Argentina y en Francia que en México. Pardon, plus, d'accord, plus en Argentine qu'au Mexique.
davantage en Argentine qu'au Mexique. También en Francia. También en Et Francia. aussi également en France. Todo el tema de las palabras impuestas. Y Tout, podría tout ce thème, toute cette question des mots qui ont été imposés. Mi pregunta concreta sería, ¿qué piensa él de esta retoma? Y este decir Vous de la pensez justement Ujú. de ce ressaisissement du thème? C'est une vraie question. Qu'on parte même de la thèse de 32 aux psychoses, il y a une évolution radicale de son rapport à ce diagnostic et qui évolue jusqu'aux symptômes tout au long de son enseignement. Il est parfois délaissé et parfois repris, mais c'est Hay une una chose evolución muy grande que ocurrió desde su tesis número 32 y a veces se toma, a veces se deja, a veces se retoma otra vez. Pardon, Dimitri. Une chose en tout cas est sûre, c'est qu'il n'a jamais renoncé à cette entité nosographique. Nunca renunció a esa entidad nosográfica, eso es seguro. Il y a comme deux plans de son enseignement, il y a beaucoup de concepts qui sont complètement dissociés de la nosographie, du diagnostic et de la psychiatrie, même dans les premiers séminaires. Hay dos planos distintos en su enseñanza, uno que está disasociado de la nosografía, el otro. Je dirais que c'est la majorité de son enseignement, évidemment, même les premiers. Eso es la mayoría, lo que ocurre sobre todo en la primera parte de sus enseñanzas. Mais pour autant, court ce fil rouge comme s'il était issu de ses premières pratiques médicales et qu'il l'imprègne jusqu'au bout de ses séminaires. Pero sin embargo, vous dites que c'est présent, c'est présent. Oui, oui, oui. Sí, sin embargo, sigue estando presente lo que ha aprendido en su enseñanza médica hasta el final. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement comment on arrive à se départir d'une certaine codification sociale aussi massive que celle de la médecine. Et ¿Cómo puede uno entonces desembarazarse de esta codificación social tan prevalente en la medicina? ¿Cómo puede uno hacer entonces? Le travail que j'ai fait s'arrête aux psychoses. Évidemment, il mériterait d'être poursuivi. Sí, mi trabajo llega hasta la psicosis, pero naturalmente es muy importante para mí poder seguirlo en algún momento. Gracias. Gracias. Bueno, tengo una pregunta, pues estoy también en la lista. Dimitri, yo quiero también agradecerte este trabajo que acabas de compartir con nosotros. Je voudrais aussi te remercier infiniment pour ton travail que tu viens de partager avec nous. Dado que en andamiajes trabajamos, como decía antes Alicia, varios temas aparentemente o quizás no conectados entre sí. Surtout qu'ici, à Andamiajes, on travaille plusieurs thèmes qui en apparence ne sont pas reliés les uns aux autres. Cuya figura sería esta figura de la quimera, figura Et mitológica. la figure centrale serait justement la figure de la chimère. Figura donde los elementos nunca encajan, cuerpo de león, cabeza de cabra, cola de otra cosa, pero que sin embargo tiene efectos. Oui, et que malgré l'apparence différente de chaque élément, de toute façon, ils s'unissent à un certain point central. Por eso es que también enfatizo de tu libro Et c'est pour ça que je souligne justement de la lecture de ton livre, la herencia, esta herencia l'héritage, esta herencia psiquiátrica, l'héritage psychiatrique. y que quizás por lo que decía antes Patricia Garrido, Et en d'après ce que Argentina, disait justement Patricia Garrido, en Argentina se había hecho como una especie de rechazo a lo médico, que tampoco está bueno, como una especie de en corriente. Argentine, on avait surtout rejeté cette idée homérique.
Por esto es que culmino con esto, mi señalamiento y una pregunta. C'est pour ça que je termine une observation avec ces mots. Es que justamente estas islas inconexas, estas no Et que ces petites îles qui ne paraissent pas être reliées, producen efectos de aire puro, de aire libre. ils produisent un certain oxygène Que nos permite seguir pensando. qui nous permettent de penser, de continuer à penser. Y entonces de nuevo mi pregunta más personal. Et maintenant, c'est une question un peu plus personnelle que je vais vous poser. ¿Cómo te impacta, cómo te toca a vos esta herencia médica? De quelle manière est-ce que cet héritage médical te touche profondément? Comment est-ce que tu reçois ça? Cet héritage médical. Me parece que se cortó, ¿ves? Sí, vamos a esperarlo que vuelva. Pero creo que escucha. Vous entendez, Dimitri? No, creo que se cortó. Yo sabía que hoy en Francia había problemas con, no sé, general, con Internet. Vamos a esperar que vuelva. Mientras tanto actualizo esto que estábamos conversando. Quienes son, digamos, habitués de... Espérate que está andando. Quienes son habitués de andamiajes, vamos por varios caminos. Entonces me pareció muy interesante aceptar esta invitación, que él la acepte, ¿no? Formulársela y que él acepte, justamente por lo que alguna vez se llamó el primer Lacan. A mí no me gusta llamarlo el primer Lacan, pero esta herencia que rescata Dimitri. ¿Tú es la Dimitri? Oui, je suis revenu. On va Je ne sais continuer pas. avec ça. J'ai une bonne connexion pourtant, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Bon, alors, Eduardo vous demandez comment est-ce que cela vous touche personnellement, cet héritage médical? Comment ça me touche? Oui. Oui, de quelle manière est-ce que vous recevez ça? Vous voulez dire au quotidien, en pratique? Oui. En la práctica, en el día a día? Ok. Eduardo? Oui. Oh, pardon, peut-être voy a precisar. Je vais préciser, je vais reformuler. ¿Cómo haces para no ser médico? Comment est-ce que vous faites ou tu fais pour ne pas être médecin? Il y a déjà la question du socius est quelque chose qu'on doit déjà discuter dans sa propre analyse. La cuestión del socius es algo que uno tiene que ver en su propio análisis. Et chez ces analysants, au sens où toute conformation identitaire, quelle qu'elle soit, fait évidemment échec à une certaine vérité. Y que en cada analizante eso naturalmente transforma la relación. Il est très difficile de faire cohabiter, on le sait tous, l'individu au groupe, à moins d'une certaine perte de soi. Pour autant, le groupe a cet effet d'uniformisation confortable, mais aliénante. C'est au quotidien, que ce soit à l'hôpital, face à la médecine ou dans toute configuration, qu'on se doit de lutter contre cette aliénation. Pas Y simplement si el médicale. grupo existe, es muy difícil de mantener la individualidad cuando uno está enfrentado al grupo porque es muy alienante. Pour ne pas être médecin, comme je l'ai un peu dit, il y a heureusement ma pratique privée qui en est complètement décentrée, et aussi parce que j'ai écrit là-dessus. C'est une façon de m'en défaire. Y una manera de deshacerme de este lastre, es porque además tengo práctica privada y no solamente eso, pero he escrito sobre estos temas y me ha liberado de esta manera. Ok, merci Dimitri. Gracias. No sé si Alicia quería de nuevo intervenir. Ahí está, dale Alicia. Alicia. Sí puedo. Una pregunta
Dimitri, ¿se lee en Francia, o se relee, mejor dicho, o se lee, está bien, se relee, en la tesis de Lacan? Est-ce qu'on lit en France encore la thèse de Lacan? Je suis pas sûr. Moi, je l'ai lu parce qu'il fallait que je sois sûr de ce que j'avance, mais je crois pas. Non, non, pas beaucoup. No creo, yo lo he leído porque necesitaba de esto para estar seguro, para sentarme sobre una base de lo que estaba proponiendo, pero no creo que en Francia se lea. Mais au-delà de ça, une question que j'ai abordée dans mon argument, c'est que c'est pas simplement la thèse de Lacan qui n'est pas lue, c'est qu'elle ne peut que difficilement concerner les psychanalystes qui ne verront plus jamais de pathologie mentale en institution. Sí, y no solamente es si se lee o no, pero concierne también a los psicoanalistas que no verán más patologías en su análisis con los analizantes y en las instituciones. Sí, justamente mi pregunta, más vale lo que me concierne con el tratamiento de la locura. Ce qui m'intéresse du traitement de la folie. Hoy creo que se podría hasta rever el título de la tesis, de la psicosis paranoica y su relación con la personalidad. Et qu'on pourrait même revisiter, on pourrait même revoir le titre de la thèse de Lacan. On pourrait peut-être même le changer, le modifier. Porque me parece que esta tesis nos abre el camino, y no solamente esta tesis, sino estos trabajos anteriores de Lacan. Cette thèse nous ouvre les chemins, et pas seulement cette thèse, mais peut-être aussi les travaux antérieurs. Sobre todo con los trastornos del lenguaje, esquizografía, el tema de la poliadez. Les troubles du langage, et, perdón, el término que usted había empleado. Esto es la discusión entre locura simultánea y locura contagiada. Me parece que esto abre la folie contagiée, la folie simultánée. Por esto decía, ¿no? Este recorrido que abre cuestionamientos. C'est pour ça que je parle de ce parcours qui ouvre justement la possibilité de certains questionnements. Bueno, esta era lo que quería compartir. C'est ça que je voulais partager avec vous, Dimitri. Dimitri? Oui. Est-ce qu'on peut lire la thèse et les premiers enseignements de Lacan aujourd'hui? Est-ce que ça importe encore les psychanalystes? Je suis pas tout à fait sûr non plus. Hein. No estoy muy seguro si, por ejemplo, los primeros trabajos de Lacan tienen relevancia con los psicoanalistas hoy en día. Bueno, me parece, me traducís, Cristín, me parece que parte del libro de Dimitri señala esto, me parece que es como algo, por eso le preguntaba, es algo bien médico. Oui, vous soulignez justement ça dans une partie de votre livre, que c'est quelque chose de nettement médical. Pardon, je n'ai pas compris. Oui, vous soulignez ça dans la première partie de votre livre, que justement il y a toute cette base
médical Oui. qui existe encore. Oui, c'est d'une puissance, innommable. J'ai pris toute la précaution de montrer très précisément comment cet échafaudage s'est construit pour monter un édifice qui est ininterrogeable, qui est là depuis tout le temps et qui continue dans l'enseignement de Lacan. C'est ça qui est absolument incroyable. Sí, lo que es inaudito, increíble, es que es un andamiaje tan poderoso que todavía sigue existiendo y sigue prevaleciendo. Claro. Sí. No, por eso me parecía que la propuesta de la conferencia de hoy, donde Dimitri señala cómo Lacan se las ingenia para pasar el esquema lambda, los discursos. C'est justement ça, très intéressant parce que vous parlez de ça justement, Dimitri, comment Lacan a pu dépasser tout ce schéma lambda et comment il fait pour pouvoir arriver quelque part qui n'est pas nettement médical. Y los cuatro discursos, el de quatre discours, y esos cuatro discursos como si de contrabando los hubiera hecho pasar. Oui, et qu'il les fait passer tout en douceur, sans que personne ne se rende compte, mais il les fait passer tout de même, presque comme en contrebande. Ce que j'ai dit aujourd'hui est un peu biaisé, à savoir que j'ai mis en avant dans mon texte Lacan psychiatre et comment ça a continué à imprégner son œuvre malgré la scission. Sí, es naturalmente un poquitito relativo cómo yo he planteado esta cuestión de Lacan y cómo él propone sus enseñanzas a pesar de todo su andamiaje médico. J'ai aussi fait une autre lecture des deux premiers séminaires. Hice también la lectura de los dos primeros seminarios. Le séminaire sur les psychoses El seminario sobre la psicosis aparece comme je dis, comme une sorte d'îlot qui n'était pas como una forcément... isla, como una pequeña isla, algo separado. Qui, à mon sens, n'a pas eu un avenir par la suite, quoi. Sí, que no tuvo mucha repercusión. Sauf à lire Lacan comme une doctrine ininterrogeable. Et effectivement, au début, dans les années 80-70, la forclusion du nom du père était dans toutes les bouches en psychiatrie. Si al menos que uno lea Lacan sin plantearse preguntas y que la forclusión del nombre del padre estaba en la boca de todos y todo el mundo lo seguía sin cuestionarlo. C'est, disons, cette lecture de Lacan que je déplore. On peut en faire une autre. Particularmente esa parte de la tesis de Lacan que deploro altamente. Ce qui est surprenant quand on lit les premiers séminaires, c'est qu'on pourrait complètement gommer toutes les références à la nosographie et avoir un texte. Oui. Lo que es sorprendente cuando uno lee las primeras obras es que se borra absolutamente toda referencia a la nosografía y uno podría... Et sans que ça n'abîme en aucun cas l'ensemble du séminaire. Y sin que esto dañe en absoluto el conjunto del seminario. C'est-à-dire qu'il y a un certain niveau d'enseignement de Lacan, bon, évidemment quand il reprend les écrits techniques et autres, qui se passe complètement de la nosographie, et on se demande effectivement comment régulièrement la nosographie, la médecine, la psychiatrie revient à la surface alors qu'il pourrait s'en passer.
Sí, hay toda una parte que no alude a la nosografía y sin embargo se vuelve a eso cuando de hecho uno podría pasarse de toda esta noción. Il y a, à mon sens, deux hypothèses, peut-être plus. Quizás haya dos hipótesis o quizás aún más que dos. L'une serait que l'imprégnation psychiatrique dont j'ai fait part sur les 15 précédentes années de Lacan, Sí, que podría ser que una parte de esta pregnancia psiquiátrica, de la cual yo también formé parte durante unos 15 años, ne lui permet pas de nettoyer complètement ses représentations et son langage de ses codifications psychiatriques. y que sea esto que no le permita a él borrar totalmente lo que él ha comprendido de la psiquiatría y de lo que le han enseñado a él en psiquiatría. L'autre hypothèse, mais évidemment, il y en aura certainement d'autres, on est quand même, le séminaire commence juste après la scission de El 53. seminario comienza justo luego de la escisión, y esto es otra hipótesis, quizás válida. La question de la reconnaissance de la SFP par l'IPA est au centre. El reconocimiento de, et puis vous devez, si vous voulez bien, m'informer avec les lettres, ce que vous voulez dire. Oui, oui. El reconocimiento. Pardon, oui. La reconnaissance de la société française en 1953, après la scission, la En reconnaissance, 1953, después de la escisión en Francia, la reconnaissance de la Société française de psychanalyse par l'international, l'association psychanalytique internationale est au centre des débats. sí, el reconocimiento de la Asociación Internacional Psicoanalítica está en el corazón del debate. Il quitte avec l'évolution psychiatrique la Société psychanalytique de Paris. Y deja con toda esta ebullición, deja el Centro Psicoanalítico de París, tout un réseau de médecins et de psychiatres. una red completa de médicos y de psiquiatras. Et on peut se demander à ce moment-là si ces références, pas forcément nécessaires à la médecine psychiatrique, Y uno podría preguntarse si todas estas referencias a la psiquiatría y a la medicina ne sont pas politiquement induits. no son inducidas, por ejemplo, políticamente. Est-ce que Lacan, au sortir de cette longue période, était même en possibilité de ne plus du tout s'appuyer à ce moment-là de son enseignement sur la psychiatrie? ¿Podía él, luego de tantos años, no apoyarse más en todo lo que le habían brindado? Voilà, c'est des questions. Son preguntas que me hago. Si no hay preguntas, voy a hacer otra. Je vais poser encore une question. Señalaste en la conferencia algo que me sorprendió y digo, por algo lo has puesto, lo has escrito. Tu as souligné quelque chose et c'est pour cela que je vais vraiment faire en face sur ça parce que ça m'a vraiment surpris. Que fuiste objeto de un procedimiento de la orden médica, de los médicos. Oui, Iniciaron un proceso. oui, que tu as été, disons, sujet d'une procédure médicale. Et ça m'a vraiment surpris. Pero, ¿por qué? Et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a douté? ¿Por qué han dudado? ¿Por qué te han hecho tantas preguntas? On t'a posé tellement de questions. Parce que l'excommunication d'un membre d'une communauté est insupportable pour le groupe. Cuando uno está excomulgado, para el grupo resulta insostenible. No se sostiene, no se soporta.
C'est-à-dire que pour qu'un médecin ne soit plus socialement un médecin, il faut pouvoir le justifier. Para que un médico no sea socialmente considerado un médico, hay que poder justificar todo esto. Hay que poder, ¿qué, Cristina? Justificarlo. Interesante. Intéressant. Mais, si on veut, oui. Bueno, vamos llegando al final, si es que no hay más preguntas. On arrive à la fin. Si, À la fin. Quizás. Peut-être. si alguien quiere hacer una pregunta más, y si no, vamos a cerrar acá. S'il y a quelqu'un qui veut poser encore une question, et sinon, on arrêtera ici. Momentanément. Bueno, entonces vamos a terminar la actividad de hoy agradeciéndole a Dimitri esta conferencia. On terminera ici, maintenant, pour l'instant, pour le momento. Je vous Bueno, remercie. merci a Dimitri. Merci pour ta traduction simultanée des uns et des autres. Merci, Dimitri. Ça marche bien, je Voilà. crois. Oui, funciona muy bien. Ça a bien marché. Bon, tant mieux. Tant mieux. Merci à ton avis. Merci Et avec ce beau tableau derrière vous, con ese lindo cuadro, atrás suyo. Bueno, entonces nos veremos. Gracias, Dimitri. Muchas Hasta la gracias. próxima. Bye, bye. Je vous enverrai quelque chose, Dimitri. Y gracias a todos por estar un Gracias, día hasta la sábado. próxima. Y a Merci. Cristina por la Gracias. traducción, Y a muchas Cristina, gracias es también. cierto. Merci. También Merci. a la traductora Eduardo y Estela, gracias. No, Merci, gracias. Eduardo. Merci. Un abrazo a todos y Saludos. nos veremos. Hasta la próxima. Merci. Merci. À bientôt, Dimitri. Je vous enverrai quelque chose. À Ça marche. bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Ciao.